Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Selon une étude Ipsos, 89% des Français estiment que le ministère de l'Éducation nationale n'en fait pas assez en matière de lutte contre le harcèlement scolaire. Alors qu'une jeune adolescente de 13 ans s'est suicidée en mai, la question en effet se pose. L'État en fait-il assez pour protéger nos enfants à l'école ? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Catherine Blaya. Bonjour. Bonjour. Catherine Blaya, vous êtes professeure en sciences de l'éducation et vous êtes ancienne présidente de l'Observatoire international de la violence à l'école et de l'Observatoire européen de la violence en milieu scolaire. Et vous avez notamment publié le cyberharcèlement chez les jeunes aux éditions Mardaga. Et puis ici dans ce studio, Nesrine Slaoui, bonjour. Bonjour. Nesrine Slaoui, vous êtes journaliste et vous avez publié il y a peu de temps chez Fayard un livre intitulé Seul. C'est un récit. Dans ce récit, vous racontez l'histoire d'un harcèlement tragique et j'ai particulièrement songé à ce récit lorsqu'il y a eu donc ce fait divers tragique avec l'INSEE, les points communs, les ressorts communs entre ce livre, ce récit que vous avez écrit suite à différentes enquêtes et la mort tragique de l'INSEE. Déjà, en fait, on se rend compte que le cyberharcèlement, le harcèlement scolaire ont des mécanismes similaires, peu importe les profils. Donc le livre Seul, je l'ai écrit après le 14 mars 2021. C'est le jour où je suis allée à la marche blanche pour Alisha à Argenteuil. Pour rappel, Alisha, c'est une jeune adolescente de 14 ans qui avait été harcelée par ses camarades. Et la mort est tragique parce qu'elle a été tuée par eux, qu'ils l'ont poussée dans la Seine sous le pont de l'autoroute à Argenteuil. Et donc en me rendant sur place, en discutant à la fois avec les anciens camarades de classe d'Alisha, en discutant avec les professeurs, la famille, j'ai commencé à m'interroger sur comment c'est possible en réalité, comment on peut arriver à la mort tragique d'adolescentes, que ce soit par suicide ou parce qu'elles sont tuées. Les dynamiques, en fait, en réalité, sont malheureusement les mêmes. Ce qui m'avait d'ailleurs beaucoup marqué, le parallèle entre l'INSEE et Alisha, donc l'INSEE, la jeune fille dont on parle, qui s'est suicidée au mois de mai, c'est le fait d'avoir fait des signalements plusieurs fois, que ce soit au chef d'établissement, au CPE, aux parents des autres élèves qui sont les harceleurs, que ce soit aussi au niveau de la police. Je parle notamment de l'affaire d'Alisha où ça avait été remonté jusqu'à la police, et de voir qu'en fait il y a une espèce d'atonie générale où personne ne réagit, ou en tout cas personne ne sait comment réagir jusqu'au moment où ça devient fatal, et on fait encore l'erreur, je trouve, dans notre société de considérer cela comme des faits divers. Je regardais l'histoire de Justement, l'INSEE. quel terme vous pourriez employer, Nesrine Slaoui ? Je réfléchis encore s'il ne faudrait pas les ranger dans la catégorie féminicide. Bon, Alisha, c'est évident parce qu'elle a été tuée par un jeune homme et parce qu'il y a une dynamique sexiste dans sa mort. Lucas était un homme. C'est ça, mais le petit sexisme Lucas peut être malheureusement porté par une femme aussi, mais en réalité, pourquoi le mot féminicide ? Parce que ce sont des dynamiques sexistes. C'est ce que l'historienne Christelle Tarot appelle le continuum féminicidaire, c'est-à-dire l'ensemble des violences sexistes qui poussent à un moment donné des femmes à être en situation de danger. On le remarque, ne serait-ce que dans les messages qu'elles reçoivent sur leur téléphone, c'est en général des insultes sexistes. Ça a été le cas pour l'INSEE juste avant son suicide, ça a été le cas pour Alisha également. Et vous l'avez souligné, c'est un phénomène qui est en hausse. Le harcèlement scolaire, c'est quand même 1 enfant sur 10, donc dans une classe de 30, on peut imaginer entre 2-3 élèves, et c'est majoritairement, ça aussi des études l'ont montré, à partir de l'adolescence et jusqu'au reste de notre vie quand on est une femme, ça commence à ce moment-là à être plus important que pour les hommes. Et donc voilà, on fait encore beaucoup trop l'erreur de les considérer comme des faits divers, des faits anecdotiques. On a eu Ambre en janvier et à chaque fois c'est traité de la même façon, comme des cas isolés. On a parlé d'Ambre en janvier, on l'a malheureusement tous un peu oublié. L'INSEE revient dans le débat public et ses parents mènent un combat pour justement médiatiser ce problème, mais on sait très bien que d'ici 6 mois on va l'oublier jusqu'à la prochaine affaire, et c'est malheureusement comme ça depuis de nombreuses années. J'ai cité Alisha, il y a eu Dina, il y a eu Ambre, il y en a eu vraiment déjà beaucoup trop, et il faut vraiment qu'on commence à s'interroger sur qu'est-ce que cela dit de notre société, de notre rapport à la violence et de notre rapport à Internet. Catherine Blaya, selon vous, qu'est-ce que cela dit de notre rapport à la violence ? Est-ce que c'est Internet qui a favorisé cela ? Est-ce que, au contraire, on a finalement un mode opératoire nouveau, mais finalement des pratiques anciennes ?
Alors, premièrement, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, dans le sens où, effectivement, les femmes ou les jeunes filles sont plus souvent victimes de harcèlement à caractère sexiste, mais on ne peut pas réduire le harcèlement à du féminicide, dans le sens où les enquêtes au niveau international montrent que les garçons sont tout aussi victimes que les filles. Donc, et pas forcément en ayant recours à du harcèlement à caractère sexiste. Donc il me semble très important de le signaler, que ce soit les enquêtes du groupe EU Kids Online qui rassemble une vingtaine de pays, ou encore les travaux qui sont menés à l'Observatoire international pour le climat scolaire et la prévention de la violence à l'école. Il n'y a pas que le sexisme. Ensuite, effectivement, Internet facilite du passage à l'acte pour des personnes qui n'auraient pas forcément agressé en face à face. Ceci étant dit, c'est le mode opératoire qui change, et quand on s'intéresse aux victimes ou aux agresseurs, on se rend compte notamment que les agresseurs sont les mêmes en ligne et hors ligne, tout comme les victimes sont les mêmes en ligne ou hors ligne. Donc on a les mêmes protagonistes. D'ailleurs, les évaluations des programmes d'intervention pour prévenir le harcèlement en ligne, le cyberharcèlement, ou les programmes d'intervention donc pour prévenir le harcèlement en milieu scolaire présentent des caractéristiques similaires. Et notamment, on se rend compte que les programmes qui sont efficaces pour prévenir, ou les interventions plutôt, parce que je n'aime pas parler de programme, il n'y a pas de recette toute faite à appliquer partout. Donc les interventions qui s'avèrent les plus efficaces afin de protéger les jeunes contre le harcèlement en milieu scolaire sont aussi efficaces pour protéger les jeunes en ligne. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, Nesrine Slaoui ? Justement, ce qui a changé avec le harcèlement scolaire, comme le soulignait juste avant moi, c'est effectivement, ça existe depuis tout temps et en tout lieu, et ça existe effectivement pour les hommes comme pour les femmes. Ce qui a changé, je trouve, massivement avec Internet, c'est que du coup, le harcèlement scolaire ne s'arrête pas à la porte de l'école. Et c'est là où ça devient dangereux. C'est-à-dire que quand on était victime de ma génération, donc je suis trentenaire, était victime de harcèlement scolaire, on rentrait chez nous, on n'avait pas encore de téléphone, on pouvait oublier, on passait de très mauvaises nuits, il y avait des crampes d'estomac et une douleur qui existe parce que c'est des mots qui restent, malheureusement, ou parfois même de la violence physique, mais on pouvait avoir des sas de répit, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'en fait, avec les téléphones, les adolescents sont hyper connectés. Et quand je racontais l'histoire d'Alisha, pour rappeler un peu le contexte de sa mort, c'est que des photos intimes avaient été divulguées sur le Snapchat de la classe. Et ça crée une honte ultime pour la jeune femme qui est ensuite, vous imaginez, insultée avec du slut-shaming, c'est-à-dire sur son corps, sur sa pratique sexuelle, etc. Et l'engrenage des réseaux sociaux fait que ça passe totalement sous les radars des profs et en général des parents. Ce qui n'est pas le cas de l'INSEE parce que sa maman a témoigné en racontant que l'INSEE lui montrait tout et qu'il y avait pour le coup un vrai dialogue engendré entre la maman et la jeune fille pour essayer de lutter contre la violence de ces mots-là. Mais ça ne suffit pas, on s'en rend compte parce que c'est des âges où on est très sensible au regard de l'autre, on a envie d'intégrer le groupe. Donc déjà, il y a ces dimensions-là avec les réseaux sociaux, c'est que le harcèlement ne s'arrête jamais, que ce soit sur Snapchat, sur Insta, sur Twitter, partout, les adolescents sont hyper connectés entre eux et les logiques de bande font qu'il y a un risque supplémentaire. Et deuxièmement, pareil, c'est quelque chose que j'avais remarqué en m'intéressant à Alisha, et j'ai discuté donc avec une association qui s'appelle Stop Ficha, qui est une association qui a été créée justement pour lutter contre le cybersexisme et notamment la divulgation de photos intimes de mineurs sur Internet, qui m'avait dit une chose assez impressionnante qu'on retrouve pareil dans l'histoire de l'INSEE, c'est ce fait-là que quand on va voir des professeurs et des chefs d'établissement en leur disant on a un problème de harcèlement scolaire, ils vous répondent éteignez vos téléphones. Et cette réponse-là ne peut plus marcher en 2023. C'est une réponse de boomer ? C'est une réponse de boomer, et c'est même, je vais aller même plus loin, c'est une réponse très dangereuse parce que là, ça fait une inversion de la culpabilité, c'est-à-dire que vous allez vous plaindre auprès du chef d'établissement en disant je suis victime de harcèlement scolaire, regardez les messages, et il vous dit éteignez votre téléphone, comme si c'était un petit peu votre faute d'avoir exagéré les messages, etc. Ça enlève totalement la culpabilité, et c'est surtout, on ne peut plus considérer Internet comme un outil annexe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut nous, en tant que société, on se dise Internet, c'est la vraie vie. La seule manière de lutter contre ce qui se passe sur Internet, c'est de dire ce qui se passe sur Internet doit être codifié par les mêmes lois que dans l'espace public. Internet, c'est la vraie vie. Ça a un impact terrible sur la vie d'adolescentes et même de personnes plus âgées, le harcèlement. Alors ça veut dire, Catherine Blaya, qu'il faut faire changer les pratiques à l'école, qu'il faut former les enseignants, encadrer différemment les jeunes ?
Tout à fait. Et pour poursuivre, je suis tout à fait d'accord avec Madame Slaoui, dans le sens où on a des jeunes qui sont particulièrement vulnérables parce qu'ils n'ont aucun répit, et d'autant moins de répit que quand bien même ils changeraient d'établissement, à partir du moment où ce harcèlement est inscrit en ligne et a lieu sur Internet, les jeunes continuent d'être harcelés où qu'ils soient. Donc la solution au niveau de l'établissement de dire il faut qui est une double peine, hein, il faut que la victime change d'établissement, n'est pas la bonne. Formation des enseignants, c'est absolument nécessaire. Dans les INSPE, je travaille en Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, on met en place depuis de nombreuses années des formations qui sont insuffisantes. On a un effet de saupoudrage puisque l'on doit tout aborder en 800 heures à l'heure actuelle, donc c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas avec 10-15 heures de formation que l'on peut accompagner les enseignants pour gérer ce type de situation. Le programme phare tel qu'il est mis en place me laisse perplexe, dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, la recette toute faite, le kit que l'on applique dans tous les établissements, eh bien, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal. Ça fonctionne mal parce que la violence, quelle que soit sa forme, c'est une violence qui émerge dans des contextes et que chaque établissement a son contexte et son histoire. Oui, on ne peut pas systématiser effectivement les choses. Alors, il y a aussi un autre moyen, Nesrine Slaoui, d'agir, c'est d'appeler en responsabilité les GAFAM, parce que les réseaux sociaux sont évidemment co-responsables dans cette histoire. C'est évidemment la réponse qui semble à l'heure actuelle la plus évidente et la plus complexe en même temps. C'est-à-dire que ça ne suffira pas. C'est vrai qu'on a tendance à fustiger les politiques publiques qui, dans ce sens-là, sont effectivement insuffisantes. Et en tout cas, il n'y a pas une volonté de prendre ça comme un phénomène majeur. On pourrait imaginer, par exemple, dès le début de l'année, qu'il y ait des formations pour les profs, pour les parents, pour tout le monde, ou ne serait-ce qu'un mot, par l'échelle d'établissement, en début de scolarité sur on n'acceptera pas le harcèlement scolaire, et le harcèlement c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut, moi j'interviens beaucoup dans des lycées classés réseau d'éducation prioritaire, et c'est vrai qu'on aborde tout le temps cette problématique du harcèlement, et les gens ne font plus vraiment la différence, les jeunes ne font plus la différence entre ce qui relève de la boutade d'Internet, ce qui relève de la petite polémique Twitter, et de ce qui relève d'un problème d'harcèlement en groupe et massif. Mais alors comment pourrait-on demander aux réseaux sociaux de se comporter différemment ? Bon, on sait par exemple que des messages violents pourraient donc être interdits de publication, ce genre de choses. Est-ce qu'on pourrait songer à ça, Nesrine Slaoui? Est-ce que on peut demander la suppression d'un certain nombre de messages répétés? Bref. C'est évident, et c'est surtout où est la modération sur Internet? Où sont les modérateurs qui sont censés faire attention à ce que justement... j'ai écouté encore une fois la maman de l'INSEE qui disait une chose effrayante et très, très triste sur le fait que là actuellement, donc sa fille est décédée, et elle a encore des messages de harcèlement sur Instagram notamment, et les filles qui l'ont harcelée encore continuent de publier. C'est extrêmement grave qu'à ce stade-là, il n'y ait pas quelqu'un dans le réseau Facebook qui puisse dire là on a quand même un souci majeur, il faudrait qu'on stoppe ça. Et la modération, c'est quelque chose que depuis longtemps les associations contre le harcèlement scolaire réclament, et c'est surtout à un moment donné, nous en tant que société, on a adopté les téléphones comme un outil majeur, on y passe tous beaucoup d'heures. À quel moment on peut vivre avec ça sans demander des comptes en fait à ces réseaux sociaux-là? Et c'est devenu aussi, Catherine Blaya, une forme de culture, parce que donc alors il y a encore des messages visant l'INSEE alors qu'elle est morte, il y a désormais aussi des messages visant les enseignants du collège où était scolarisé l'INSEE. Bref, on voit que c'est devenu une sorte de pratique culturelle. Il faut lutter contre ce monstre maintenant. Totalement. Et lutter contre ce monstre, c'est certes renforcer la responsabilité des GAFAM quant à leur rôle de modérateur. Ce n'est pas parce qu'ils affichent un message comme quoi le harcèlement est interdit que cela va suffire. Mais il y a aussi une question de valeurs partagées et de société. Lorsque nous avons fait la première enquête internationale dans le cadre du groupe Yo Kids Online en 2010, nous nous sommes rendus compte que les pays où il y avait le plus de cyberharcèlement et de cyberviolence n'étaient pas les pays qui étaient les plus équipés, mais les pays où il y avait le plus de violence dans la société. Ce qui montre bien que c'est aussi une question de culture partagée dans une société donnée. Oui, alors, donc il est...
il est extrêmement important de travailler au niveau des établissements scolaires, d'éducation à la citoyenneté des jeunes, y compris sur Internet, hein, mais aussi au niveau des personnages publics qui prennent la parole, que ce soit dans les médias ou Vous pensez à qui, Catherine par Blaya, ailleurs. par exemple? Je ne nommerai personne, mais C'est pendant dommage. les élections présidentielles, il y a eu des prises de parole qui étaient outrancières et indignes de personnes publiques, notamment en termes de racisme, xénophobie, discrimination. Commençons aussi par demander aux On voit à adultes. qui, on voit effectivement à qui vous faites référence. Nesrine Slaoui, vous avez l'impression que les mentalités changent, qu'on commence donc à se rendre compte qu'il y a un vrai problème à cet égard, même si la technique elle est là et qu'il est difficile d'imaginer comment on va pouvoir s'en passer ou éviter de faire que nos enfants passent trop de temps là-dessus. Alors moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, hein, qu'on est vraiment en retard avec notamment l'émergence de TikTok là ces dernières années depuis le confinement. TikTok c'est un TikTok réseau. a changé la donne. TikTok a quand même, on avait Twitter qui avait changé la donne en termes de violence, je trouve, et là TikTok est en train de changer la donne parce que ce côté très viral et surtout réseau très accessible par les mineurs est très fréquenté parce que c'est la cible, hein, c'est les 13, on va dire les 13-18 ans pour faire un peu court, mais c'est ce qui est inquiétant, c'est qu'à chaque fois qu'un réseau social apparaît, il y a des nouvelles dynamiques de harcèlement qui apparaissent, des nouvelles formes de harcèlement, et je suis d'accord juste avec ce qui vient d'être dit sur l'exemplarité des personnes publiques. Je tiens quand même à souligner que le travail, s'il n'est pas fait au niveau nous étatique, au niveau des politiques publiques, il est fait par des influenceurs. Je pense notamment, je vais juste citer cette idée qui marche super bien de deux streamers français, donc deux jeunes hommes qui se filment en train de jouer aux jeux vidéo, qui sont Billy et Amine, qui ont créé eux-mêmes une plateforme pour stopper le sexisme sur Twitch, comme quoi peut-être que la solution viendra de la société civile. Nesrine Slaoui, Seul, c'est votre récit publié aux éditions Fayard. Catherine Blaya, Le harcèlement chez les jeunes, aux éditions Mardaga. Dans quelques instants, nous serons en compagnie d'Audrey Tang. Elle est ministre du numérique de Taïwan. C'est quelqu'un qui a été une militante à la fois des droits civiques, mais aussi du logiciel libre. En attendant, il est 8h sur France Culture.